Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Les forums France-Inde m'ont demandé d'animer ce webinaire sur les Indiennes parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai publié un livre, Inde, la révolution par les femmes. Cet ouvrage est né en fait d'une double rencontre avec une actrice réputée de Bollywood, Shabana Azmi, et Sangeeta, une gamine de 13 ans tout sourire. Cette dernière ne savait pas que l'actrice qu'elle voyait à la télévision était la personne qui lui avait permis de sortir de son bidonville d'infortune pour un logement en dur. Shabana Azmi a agi 20 ans durant pour permettre la construction de logements dédiés à ceux qui vivent sous une bâche plastique. Plus je parlais de cette rencontre décisive, plus je découvrais d'autres aventures similaires. J'ai rencontré ainsi des centaines de femmes au destin croisé, des Indiennes de toutes conditions dans tout le pays. Des milliers d'Indiennes font bouger le pays, de la santé à l'économie, de l'éducation aux finances. Cette rencontre entre Bombay Paillettes et Bombay Bidonville illustre toute la diversité de la condition féminine en Inde. En Inde, plus qu'ailleurs, il y a des conditions féminines qui recouvrent des réalités très différentes et parfois contradictoires. Mais l'Inde change vite. La situation des femmes s'est-elle améliorée? C'est ce que nous allons voir lors de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur différents aspects de la vie des femmes en Inde. Dans un pays où le statut social est fort différent de ce qu'on connaît en Occident, l'éducation contribue-t-elle à faire évoluer les jeunes filles pour qu'elles deviennent des femmes visibles, fortes, tenant leur destin en main? L'Inde reste-t-elle un monde cruel pour les femmes qui ont subi des violences depuis des siècles? Des Indiennes créent la différence, changent les pratiques dans la société et l'économie. Qui sont-elles? Et puis nous parlerons bien sûr de l'avenir et de ce que l'on peut espérer pour ces nouvelles générations de femmes. Quel changement pour demain avec les jeunes qui constituent la force du pays? Tout un programme que nous allons aborder avec nos invités, 2 Indiennes et une Française d'origine indienne. Nous sommes aujourd'hui avec Anju Chazot, qui nous parle d'Ahmedabad. Anju est cofondatrice de la Mahatma Gandhi International School à Ahmedabad. C'est une école de référence où les jeunes apprennent à s'affirmer et à faire valoir leurs droits grâce à une pédagogie innovante qui se focalise sur la joie d'apprendre. C'est important, la joie. MGIS est une école exceptionnelle reconnue par les plus hautes instances indiennes et mondiales. Anju a plus de 25 ans d'expérience d'enseignement novateur, de workshops auprès des parents, auprès des professeurs, un peu partout dans le monde. Anju participe à la National Educational Policy dont elle nous a parlé dans un webinaire précédent. Elle a reçu plusieurs récompenses en reconnaissance de son action et est conseillère du commerce extérieur de la France. Nous sommes avec Sandra Martires qui aujourd'hui nous parle de Bombay. Après avoir débuté sa carrière dans une banque indienne, Sandra Martires est passée à la Société Générale Inde, où 28 ans durant, elle a été exposée à tous les aspects d'une banque jusqu'à devenir députée CEO de la Société Générale India, autant dire numéro 2 de la banque. En outre, elle siégeait au conseil d'administration des filiales de la Société Générale en Inde et dirigeait divers comités, dont un comité féminin pour promouvoir la diversité dans la banque. Sandra Martires est une femme hyperactive. À sa retraite de la banque,
Elle a multiplié les mandats dans divers conseils d'administration, à Bangkok notamment, à l'île Maurice, où elle a assumé le rôle de présidente pendant 5 ans, mais aussi à Novartis India ou à l'Alliance française de Bombay, et il y en a bien d'autres. Nous sommes également avec Cléa Chakraverty, qui nous parle de Bretagne, en France, je crois. Cléa a vécu plusieurs années en Inde, où elle a été journaliste pour différents médias dans le monde diplomatique. Elle y a aussi mené des recherches en anthropologie. Elle est aujourd'hui en charge des sujets politiques et société pour la revue en ligne The Conversation France. Elle a été lauréate en 2013 de la bourse journaliste de la Fondation Jean-Luc Lagardère et elle vient de sortir son premier roman, étonnant et fascinant, sur la condition des femmes en Inde. Ça s'appelle La Voix de Sita et c'est paru aux éditions du Globe. Alors, nous allons commencer notre échange avec l'histoire et le statut social des Indiennes. Je vais m'adresser peut-être d'abord à Sandra Martírez. Sandra, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu historique du statut des femmes en Inde? Oui, bien sûr. Merci Dominique. Je vais essayer de vous donner une idée en bref de l'histoire des femmes indiennes. On peut juger l'état d'une nation en examinant le statut de ces femmes. Cette citation de Jawaharlal Nehru illustre la situation sociale, économique et mentale d'une nation. Dans nos écritures, la femme est considérée comme un symbole de spiritualité. Notre histoire parle des femmes connues pour leur bravoure, leur érudition et leurs compétences. Les femmes sont mentionnées dans les Védas et des livres anciens depuis les temps le plus reculés et des fonctions importantes leur ont été attribuées. Pourtant, les femmes non privées de droits et d'égalité dans la civilisation indienne ancienne. Elles ont été maltraitées et traitées de manière inégale par rapport aux hommes. Au cours des derniers siècles, la condition des femmes s'est détériorée. Elles devaient se marier, s'occuper de la maison et de leur belle famille et sacrifier leurs aspirations. Elles étaient tenues à la carte de l'école parce que les familles pensaient que seuls les garçons méritaient d'être éduqués. Elles subissaient trop souvent des violences, viols, gétacide, immolation, infanticide, etc. Mais vers le début du 19e siècle, certains citoyens à l'esprit ouvert comme Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Ishwar Chandra Vidyasagar ont ouvré pour le bien-être des femmes. Les pratiques du sati, du mariage des enfants et d'autres traditions ont été abolies dans les textes, mais pas toujours dans la réalité. Diverses lois, telles que la loi d'interdiction du mariage des enfants, ont été adoptées. Mahatma Gandhi a insisté sur l'abolition des mariages d'enfants. Mais d'autre côté, c'est en Inde qu'on trouve le plus grand nombre de femmes politiques dans le monde. Sarojini Naidu a été la première femme indienne à devenir présidente du Congrès national indien et gouverneur d'un État indien. Indira Gandhi est devenue la première femme première ministre de l'Inde. En 2009, les femmes assumaient les plus hautes fonctions du pays. Pratibha Patil, présidente de l'État indien, Sonia Gandhi à la tête du parti du Congrès, Mayawati, une Dalit à la tête d'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé de l'Inde. Et puis encore, Mamata Banerjee, Chief Minister du West Bengal,
Jayalalitha, Chief Minister du Tamil Nadu, et aujourd'hui, le président du pays, Draupadi Murmu, est une femme tribale. À tous les niveaux de la société, les Indiens ont commencé à émerger et à sortir de leur coquille en étudiant, en exerçant des métiers dans le secteur médical, l'enseignement, l'art, le sport, la police, la technologie. Cependant, mettre fin aux crimes contre les femmes reste un défi. Le statut des femmes en Inde a évolué grâce à l'éducation. Les Indiens deviennent visibles. Merci, Dominique. Oui, et effectivement, les Indiennes deviennent visibles. On voit, elles sont présentes. Elles étaient présentes dans le monde politique il y a une dizaine d'années, plus que maintenant, mais ça, c'est une autre histoire. On va rester sur le statut social en Inde. Il y a une Indienne existe d'abord par son statut social. Elle est sœur d'eux, elle est mère d'eux, elle est épouse d'eux. Et le mariage est un point primordial. Je vais m'adresser à Anju Chazo. Anju, est-ce que cette conception du statut social très spécifique influe sur les jeunes filles? Oui, alors il y a beaucoup de couches. Donc, bonjour tout le monde, et c'est un sujet assez complexe. Tout d'abord, quand on parle d'une société patriarcale, il ne faut pas comparer avec l'Ouest, parce qu'en Inde, on a aussi le système de caste. Donc, par exemple, il y a Sudhir Kakar qui explique qu'une femme de haute caste va avoir un statut plus élevé qu'un homme de basse caste, par exemple. Donc, il y a cette couche à garder en tête. Mais bien sûr, une femme qui est basse caste et qui est une femme, bien sûr, ça, il y a double fois, elle est marginalisée. Elle est au bord de la société. Après, il y a aussi la région, le nord de l'Inde, le sud de l'Inde, le nord-est. Donc, selon les lieux géographiques et la culture, la femme peut avoir un statut différent. On sait que dans le sud de l'Inde, par exemple, il y a eu les sociétés matrilinéaires, ça veut dire matriarcales, aussi dans l'est de l'Inde. Mais la tradition, le rôle traditionnel de la femme est basé quand même sur la conception de la mère. Le statut de la femme, principalement, beaucoup plus que même une épouse ou une sœur ou une fille, ça reste sur un seul principe, c'est la procréation. Donc, la femme, elle est validée, elle a une place dans la société si elle a des enfants, quand elle devient mère. Alors, le statut va changer. Quand il y a des filles qui sont jeunes filles, bien sûr, les filles, quand elles sont nées, ce n'est pas une fête dans beaucoup de familles. Sauf s'ils ont beaucoup de garçons, ils attendent une fille. Mais a priori, la fille, parce qu'il faut donner la dot, il faut éduquer, et puis de toute façon, elle va se marier et partir. Donc, une fille, quand elle est née, c'est déjà pas quelque chose qu'une famille va fêter par rapport à un garçon. C'est aussi lié avec les rites dans les Védas et dans les textes indiens, etc. Parce que c'est le fils qui suit ces rituels et les rites quand les parents sont morts, etc. C'est le fils qui va gagner de l'argent, c'est le fils qui va s'occuper des parents. Et la fille, elle va se marier et partir dans une autre famille. Donc, en quelque part, elle est considérée une invitée dans une famille. Quand elle est née, c'est une invitée. Elle va partir un jour. Donc, quand la fille, elle est jeune, elle a un autre statut. Quand elle atteint la puberté, ça devient déjà compliqué pour la famille. Parce que ça veut dire quoi? Qu'elle peut tomber enceinte, elle va être peut-être séduite par quelqu'un. Il faut garder l'honneur de la famille. Donc, il y a toujours cette précipitation pour marier les jeunes femmes. Et quand une femme se marie, quand elle est jeune, elle est toujours aussi, quand elle va dans une famille, elle a toujours un statut un peu ambigu parce qu'elle n'a pas un haut statut. C'est seulement quand elle devient mère et surtout une femme qui est plus âgée qu'elle va avoir plus de respect dans le système de la famille indienne. Donc, par rapport à statut, en fait, le statut de la femme,
ça va être différent selon la position géographique, ça va être différent selon l'âge de la femme. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que les jeunes filles sont un peu considérées une menace dans le sens parce que la famille n'aura pas de contrôle, ils ont peur qu'elle va être séduite par un garçon, où il y a bien sûr ces histoires de viol, elle va tomber amoureuse de quelqu'un et puis d'une autre caste ou un mec qui n'est pas bien. Donc, tout ça, c'est lié avec le statut de la femme. Mais c'est principalement, je conclus, c'est vraiment, c'est être mère parmi tous ces rôles qui est le rôle donné, qui est le plus important. Et est-ce que l'éducation peut aider à changer les choses dans ce concept que vous nous indiquez avec les castes, la mère, la famille? Alors, c'est très intéressant, l'histoire de l'éducation. En fait, il y a une différence entre l'Inde rurale et l'Inde urbaine. Et l'éducation, ça a touché principalement, ça a changé à travers la classe moyenne. Parce que la classe moyenne a eu des aspirations. Les jeunes femmes doivent travailler un peu plus pour gagner de l'argent. La famille est devenue la famille nucléaire, donc la femme doit travailler. Donc, en fait, l'éducation a touché beaucoup plus le middle class dans les villes, dans l'Inde urbaine. Par contre, dans l'Inde rurale, les femmes sont éduquées d'une manière juste basique, hein, c'est juste l'école. Il y a pas, les femmes n'ont pas d'abord l'accès à l'éducation dans les termes de ce qu'on peut dire de l'université ou collège, etc. Il y a des écoles primaires, bien sûr. Mais elles ne sont pas encouragées parce qu'elles vont se marier. L'éducation a changé beaucoup pour les femmes de middle class. Et là, bien sûr, elles doivent naviguer entre le rôle traditionnel qu'elle a hérité par sa famille, par les attentes des beaux-parents, le mari, etc. Et elle doit travailler pour gagner, elle est dans la vie, etc. Donc, l'éducation est bien sûr valorisée pour les familles de middle class, beaucoup plus que pour les familles qui sont pauvres, mais ça peut être des raisons différentes. Mais de toute façon, ce n'est pas une priorité. Pour eux, c'est juste, peut-être même si c'est pour éduquer, c'est pour finalement trouver un mari. L'éducation, ce n'est pas seulement… et d'ailleurs, pour les familles qui sont très pauvres, parce que nous, on travaille dans notre école avec des enfants des milieux très défavorisés, des fois, ils ne veulent pas éduquer leurs filles beaucoup parce qu'ils ont peur. Ils disent qu'on ne va pas trouver un mari dans les mariages arrangés parce que les hommes, l'homme, s'il n'est pas aussi éduqué, il ne va pas marier une femme qui est plus éduquée que lui. Donc, il faut garder un niveau, par exemple, une éducation primaire ou pas plus que primaire, à la limite fin de scolarité, mais pas plus. Donc, des fois, je dois me battre avec des familles qui sont des milieux défavorisés économiquement et socialement. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est différent selon encore le statut économique et social. Et l'Inde urbaine et rurale. Oui, et cette peur face à l'éducation, effectivement, c'est important à souligner. Et alors, qu'en est-il de l'éducation supérieure pour les jeunes filles? Est-ce que… Alors, il y a pas mal de jeunes filles qui s'éduquent, hein, parce qu'une fois une femme va à l'école, elle a envie de continuer ses études. Donc, elle va aller à l'université, elle va aller dans l'éducation supérieure. Mais est-ce qu'après, parce que l'objectif final pour une famille, c'est de marier leur fille. Donc, comme j'ai dit, ils ne veulent pas qu'une fille étudie trop. Et après, le problème aussi, c'est qu'une fois une femme, elle est éduquée, même à l'université, est-ce qu'elle va pouvoir travailler? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses études? L'attente de la belle famille, ça va être juste avoir une belle fille qui est éduquée, parce que comme ça, elle va pouvoir éduquer les enfants qui vont être nés. Donc, elle va s'occuper des enfants. Donc, en fait, cette éducation sert à élever les enfants. Ce n'est pas tellement pour contribuer à la société à l'extérieur. Je parle d'une manière générale, bien sûr. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus des femmes, surtout, comme j'ai dit, de middle class, qui vont à l'école, qui vont à l'université. Et c'est bien sûr l'éducation qui est en train de changer le statut de la femme. Oui, alors l'éducation, notamment l'éducation supérieure, là, il y a un paradoxe à souligner, je crois.
Les femmes représentent un pourcentage très important des élèves ingénieurs en Inde, 29%, je crois, soit la même proportion de ce qui se passe en France, où c'est simplement 28%. Et si l'on englobe l'ensemble des filières scientifiques en Inde, les femmes représentent 43% des diplômés. C'est quand même un des pourcentages les plus élevés au monde. Donc, les Indiennes se sortent de leur peut-être, les jeunes Indiennes se sortent peut-être de leurs conditions historiques et familiales grâce à l'enseignement. Absolument, absolument. C'est quand même une grande porte qui est ouverte maintenant. Mais encore, je dois dire que l'éducation supérieure, c'est plus facile dans les grandes villes et urbaines parce qu'il faut dire que dans les villages, les jeunes filles n'ont pas toujours accès à l'éducation, à part l'école primaire, quoi, qui est gratuite, qui est offerte par les gouvernements. Alors, si on a souligné ce paradoxe, bon, les jeunes Indiennes peuvent faire de belles études, mais des freins culturels au travail féminin sont importants dans la société indienne. Mais avant de rentrer dans le monde du travail, que l'on verra un peu plus loin, j'aimerais soulever un autre thème qui est plein de paradoxes. L'Inde est un monde cruel pour les femmes. En fait, les crimes contre les femmes, on les retrouve partout, depuis des siècles et jusqu'à maintenant. On cite des viols, des trafics de femmes, des mariages de petites filles, la mort pour dowry, des féticides de fœtus féminins. Et là, je vais m'adresser à Cléa Chakraverty, parce que Cléa, votre roman, La Voix de Sita, que j'ai là, La Voix de Sita, c'est un magnifique livre, démarre avec l'anniversaire du viol d'une jeune indienne dans un bus de Delhi, un meurtre qui a fait bouger l'Inde entière. Vous avez choisi de retracer ces violences en une épopée fascinante où l'on passe du Ramayana à Instagram, de la déesse Sita à Sati, une jeune femme d'aujourd'hui. Et alors j'ai envie de vous demander, la violence subie par les femmes s'inscrit-elle dans l'histoire? Merci beaucoup Dominique et merci Anjou et Sandra de partager ce panel et à vous toutes et tous qui êtes ici, qui nous suivez. Merci pour cette question. Alors c'est difficile d'y répondre simplement. C'est une question qu'on pourrait poser qui pourrait être assez universelle en vrai et se poser à d'autres pays, bien sûr, dans la France. Ce qui est certain, ce qui m'a interpellée et que j'ai essayé de traduire dans ce roman, c'est essayer de comprendre justement à quel moment la violence contre des femmes, contre une partie d'une population, la moitié de l'humanité, était aussi véhiculée par nos imaginaires. Nos imaginaires et finalement aussi leur traduction, c'est-à-dire des histoires, des contes, des légendes, une psyché collective. Et pour reprendre notamment les travaux de Sudhir Kakar, que citait tout à l'heure Anjou, il me semble, c'est quelque chose qui a été notamment étudié par cet auteur qui est psychiatre. Essayer de comprendre un petit peu dans quoi s'inscrit cet imaginaire et comment les gens vont finalement intérioriser aussi ces discours ou certaines pratiques. Et donc, quand on dit l'histoire, ce n'est pas forcément l'histoire avec un grand H, même si évidemment ça en fait partie, c'est aussi les petites histoires. Et on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, le statut des femmes en général en Inde est un statut qui est de fait minoré. Alors, bien sûr, il faut
faire la différence entre les États, on l'a dit tout à l'heure, selon la classe sociale, selon la caste, il y a des statuts différents, mais au sein d'une même communauté, au sein d'une même caste, au sein d'une même tribu, ou une société, une ville ou un village, les femmes restent de façon générale soumises en fait à la société patriarcale dans laquelle elles s'inscrivent. Et cette soumission, quand elle est questionnée, quand elle est remise en cause, quand une femme ose, en tout cas, ou essaye de changer les choses, la violence, très souvent, la rattrape. Et quand on parle de tout ce que vous avez cité sur les viols, les violences, on le voit, ce sont pas toujours, mais ce sont souvent des violences qui sont issues d'abus de position dominante, c'est-à-dire des hommes qui vont utiliser leur pouvoir, leur pouvoir de domination sur les femmes pour abuser de leur position, donc s'en prendre à des femmes de basse caste, par exemple, se venger d'une jeune femme qui aurait refusé leurs avances. Ça va être aussi violer une femme parce qu'on estime qu'on peut le faire, qu'on a le droit de le faire, puisqu'elle occupe un espace selon, en tout cas, la psychologie de certains hommes et certaines violences. Cette femme n'aurait pas dû être dans cet espace public. Donc, si elle l'est, c'est qu'elle finalement, elle est là et elle peut être agressée. Donc finalement, ce cycle de violence, il est intrinsèquement lié, et encore une fois, ce n'est pas propre à l'Inde, mais à des positions de domination qui sont des dominations sociales, économiques, culturelles aussi, et bien sûr politiques. Oui, et vous parlez aussi des corps sous contrôle. Vous écrivez que les femmes en tout temps doivent être sous contrôle, leur corps, mais aussi leur esprit, considérés comme transgressifs, vulnérables et dangereux. Cette interprétation est celle des lois de Manu, cet ancien code moral écrit par le brahman éponyme. Vous pouvez nous dire 2 mots sur les lois de Manu, parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas spécialiste, bien sûr, ni sanskritiste, mais ce qu'on appelle le Manusmriti, en fait, les lois de Manu, ce serait une sorte de traité qui est daté, donc on pense qu'il serait à peu près situé au IIe siècle, en 1200, avant notre ère, mais voilà, ça peut être 1200, 1000 à peu près avant notre ère. Alors, ça a été un code qui n'a pas été écrit par une seule personne a priori, de ce que les chercheurs en ont déduit, mais plutôt qu'il y a un agrégat de différents textes écrits par différents auteurs et qui a été extrêmement mis en avant, notamment à la période coloniale, par les Anglais, des orientalistes, et puis par les Anglais. C'était un code qui se veut assez réactionnaire finalement par rapport à l'époque dans laquelle il se situait. Et qui voulait revenir à une forme d'orthodoxie de la pensée brahmane, d'une école de pensée brahmane, hein, bien entendu, pour ne pas généraliser, et qui se proposait de remettre un petit peu des normes très strictes, à la fois sur la caste, donc de rétablir vraiment une hiérarchie de caste très solide, très figée, absolument pas transgressive, et aussi une position très misogyne vis-à-vis des femmes, donc où la femme est vraiment là pour servir en fait l'homme, hein, sexuellement, bien entendu, mais aussi être à sa place de mère, ce qui était rappelé précédemment, et puis bien sûr qu'il n'aurait pas de position du tout politique dans la société. Alors, quand je dis politique, au sens de pouvoir, hein, de façon un peu large. Donc c'est un texte qui a été qui est aujourd'hui encore très controversé en Inde, qui fait souvent l'objet de polémiques, voire de remises en question, mais qui a d'une certaine façon été aussi très, il me semble, décisif, en tout cas, qui a un peu irrigué d'autres textes dans la culture indienne ou qui a été instrumentalisé par un pouvoir plutôt réactionnaire en Inde aujourd'hui. Donc, en fait, cette rhétorique basée sur la culpabilité de la femme et la supériorité de l'homme, elle est toujours d'actualité. Alors oui, pas partout, évidemment, en Inde, heureusement, Oui. mais il faut un peu d'espoir. Mais oui, elle est réactivée, notamment par des forces conservatrices, réactionnaires, et qui aussi utilisent ce texte ou d'autres, hein, d'ailleurs, pour servir ce propos-là, et qui
qui dans une certaine vision aussi d'une certaine Inde, en fait, qui serait une Inde forte, très virile, où on verrait finalement, on le voit avec certains types de vigilantés ou de militants qui réactivent l'idée que les hommes sont dans l'espace public, les femmes sont dans l'espace domestique, et finalement, j'ai envie de dire, et ça fera peut-être un pont avec ce qu'on débattra tout à l'heure, mais on le voit aussi aujourd'hui avec la démographie et avec l'économie, d'une certaine façon, où les femmes sont assez peu, sont assez peu présentes. Donc, vous parlez dans votre livre des relations bannies, des féticides, du love djihad, mais toujours de telle façon décalée et amusante que quelqu'un qui ne connaît pas l'Inde pourrait croire que vous inventez les faits. Or, je sais que sous les noms qui sont changés, tout est trop vrai. Par exemple, votre Miss Fantastique, là, qui relate dans ses stories Instagram, ce qu'elle relate, c'est des réalités d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, absolument. En fait, c'est une fiction et c'est un roman et une fiction, mais effectivement, tout est basé sur des faits divers, des faits réels. Simplement je fais juste le pont avec ce que vous disiez précédemment et par rapport au texte aussi. Dans le roman, c'est un jeune avocat qui décide d'attaquer le Ramayana, en tout cas la figure de Ram, pour défendre la position de Sita, donc l'épouse de Ram, dans l'épopée. Et ça, c'est un fait divers réel. C'est-à-dire que tu as appuyé sur quelque chose qui s'est vraiment déroulé en Inde, dans le nord de l'Inde, dans le Bihar en 2017. Et de la même façon, oui, et parce que son plaidoyer étant de dire que le Ramayana, et en tout cas une lecture du Ramayana, incite aux violences contre les femmes en Inde. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un fait divers réel qui m'a inspirée. Et puis pour Miss Fantastique, l'Instagrammeuse, j'ai simplement réactualisé des choses que j'avais aussi perçues quand j'étais à Bombay. Je ne sais pas s'il y a des Mumbaikars dans la salle en dehors de Sandra, bien sûr, mais ma source d'inspiration, c'était Miss Malini, pour les personnes qui connaissent, qui est cette chroniqueuse un peu page tree, très people dans Mumbai Mirror, et qui avait un blog en fait aussi à l'époque, puisqu'à l'époque on avait plutôt des blogs que Instagram n'existait pas encore. Et donc j'ai utilisé cette figure un peu comment dire, superficielle en tout cas de jeune femme qui fait des selfies, qui se met en avant avec des marques en relatant un peu ses rencontres avec des people, mais qui fait passer des messages politiques, messages militants féministes avec ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est réel, que je n'ai pas vu en Inde, mais que j'ai vu chez des youtubeuses afghanes notamment, d'origine afghane ou iranienne, qui ont utilisé des tutos YouTube de maquillage. Et entre deux sessions de maquillage pour leur communauté, elles faisaient passer des messages sur la situation des femmes en Afghanistan ou en Iran. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'utiliser un peu l'aspect futile et trivial pour montrer qu'il y a d'autres façons de militer aussi. Oui, c'est très, très bien écrit. Merci. Vous pouvez nous préciser ce qu'on appelle le love djihad? Tout le monde ne connaît pas. Oui, bien sûr. Alors, le love djihad, c'est une sorte de rhétorique qui est apparue il y a quelques années maintenant, je dirais peut-être un peu moins de 10 ans, peut-être que je me trompe sur la date, qui apparaît avec certains politiciens en Inde qui accusent en fait lors de couples musulmans et hindous, de jeunes couples d'amour, en tout cas, qui peuvent se dérouler dans leur communauté, dans leur village ou dans leur ville, qui vont aller accuser, en fait, souvent, donc l'homme, en général, d'essayer de convertir de force la jeune femme quand elle est hindoue. Et donc, ils mettent en cause, en fait, le mariage intracommunautaire en accusant ces mariages d'être des faux mariages et en accusant certains hommes d'utiliser leur beauté ou leur charme, en tout cas, pour séduire des femmes et les convertir de force à l'islam en leur prêtant des projets de conversion, de conversion et donc de militantisme politique. Oui. Une autre chose que vous mentionnez, les féticides qui entraînent un déséquilibre entre filles et garçons, c'est toujours d'actualité. On compte, je crois, 970 naissances de filles
pour 1000 garçons. Et encore ça, ceci, c'est des Moyenne. moyen, parce que dans certains États, c'est encore pire, comme l'Haryana ou le Pendjab, où on compte 750 filles pour 1000 garçons. Oui, tout à fait. C'est une réalité qui est vraiment très alarmante et on le voit enfin, d'autant plus aujourd'hui avec la population indienne qui a explosé sur le plan démographique, alors Oui. que normalement, biologiquement parlant, il y a toujours un peu plus de population féminine pour une population masculine. Et en Inde, c'est clairement le contraire. Donc l'actualité en fait récente du pays, avec les crimes de haine contre les Dalits et les Adivasis par exemple, qui ne diminuent pas au fil des ans, avec les femmes musulmanes qui sont mises aux enchères sur une application conçue pour les insulter, montre un prolongement de la violence contre les femmes. Vous aviez un exemple à signaler d'une affaire récente? Oui, bien sûr. En fait, sur la question des crimes, il y a effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est effectivement qu'il y a énormément de crimes misogynes et de féminicides contre des femmes, notamment les femmes de basse caste, les femmes issues de minorités, les femmes tribales. Mais il y a aussi le fait que, c'est ça, en fait, il y a deux actualités qu'on pourrait faire part. La première, c'est que ça ne concerne pas que les femmes issues des minorités ou des communautés les plus défavorisées. Il y a énormément aussi d'affaires qui se déroulent dans des communautés, disons, favorisées, privilégiées, des femmes issues des classes aisées, des classes sociales, classes moyennes. C'était le cas avec l'affaire Mirbaya, donc, que vous citiez au début, qui est petite classe moyenne à Delhi, urbaine. Mais c'est aussi le cas plus récent. Alors, l'affaire que j'ai en tête en particulier, c'est une affaire qui s'est passée à Delhi il y a 1 an. C'est l'affaire Shraddha Walkar, Poonawalla. Sont 26 ans, plutôt d'un couple, entre guillemets, bien sous tout rapport, c'est-à-dire issu des classes sociales aisées, très anglicisés, anglophones, comme on peut en croiser tous les jours dans des grandes villes indiennes, donc, qui vivaient à Delhi. Et lui l'a assassiné. C'était un crime odieux, quoi, assassiné, coupé en morceaux. Enfin bref. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que ce qu'ont relevé la presse par ailleurs, c'est que ce n'est pas la première fois que ce type de crime survient, qu'il y en a souvent, et que ce n'est pas du tout lié à des statuts économiques, qui sont vraiment liés à encore ce que je disais tout à l'heure, le fait que ces hommes s'arrogent en fait le droit de pouvoir mettre fin, plutôt que mettre fin à une relation, mettre fin à la vie de leur compagne qui ne leur convenait plus. Ça, c'est un premier cas. Et pour le deuxième cas, qui envoie des signaux très forts sur les violences faites aux femmes, c'est-à-dire sur l'impunité en fait dont peuvent jouir certains accusés. Il y a le cas de Bilkis Bano, qui était une jeune femme qui a été atrocement torturée et violée en 2002 au Gujarat durant les pogroms. Son enfant a été tué devant ses yeux par plusieurs personnes, donc plus d'une dizaine d'hommes, qui ont été condamnés, qui ont été en prison et qui ont récemment été acquittés pour bonne conduite. On parle de décembre 2022, donc c'est vraiment très récent. Autre cas similaire, alors différent, puisque là, c'est aussi un cas politique, mais c'est le cas de Hathras, rape case, qui s'est déroulé dans un village Dalit, enfin une communauté Dalit, une jeune fille de 19 ans, violée, torturée, brûlée, sans que ses parents soient même présents lorsqu'elle a été incinérée. Les hommes ont été arrêtés et puis ils ont été acquittés il y a quelques semaines. Voilà, qui venaient d'une. Alors là, on est un cas de caste, crime de caste. Donc on voit bien que ce sont des signaux qui sont très forts, puisque symboliquement, derrière, ça veut dire aussi que même s'il y a condamnation, même s'il y a jugement, finalement, ces hommes peuvent sortir libres, en fait. Et alors, effectivement, c'est malheureux à voir, mais pourtant, en Inde, un arsenal législatif existe, mais malheureusement, il est peu appliqué. Alors, quel est cet arsenal législatif? Brièvement,
L'égalité entre hommes et femmes figure dans la Constitution, mais on en est loin. Dans la Constitution, elle existe depuis le début de l'Inde. La loi sur le viol conjugal, je vous les donne dans le désordre, elle est récente puisqu'elle a été votée en septembre 2022. L'interdiction de la dot est inscrite dans l'arsenal juridique depuis 1961, mais la dot est bien présente dans quasiment tous les mariages. La loi sur la parité au Parlement qui demande 33% de femmes au Parlement, elle est en attente depuis 1996 et là encore récemment il y a des femmes qui font des grèves le mois dernier pour débloquer cette loi. La loi sur la violence domestique, elle a été votée en 2005 mais elle n'est toujours pas mise en œuvre. L'interdiction de la détermination du sexe avant la naissance est formulée depuis 1994, mais dans le secret du cabinet médical, le médecin sait dire aux parents s'ils attendent un Sourèche ou une Kanika et les avortements continuent. L'infanticide de fœtus féminin constitue un problème prioritaire contre lequel se battent bien des juristes comme Indira Jaising ou d'autres. Et il y a d'autres normes qui existent, d'autres lois. Anju, je crois que vous en avez... Je voulais juste... oui, non, c'était juste quand on parle de quelque chose comme un viol conjugal ou même un viol ou la violence contre les femmes. Il y a les lois certainement qui existent, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'une femme va pas pouvoir aller à la station de police pour faire une plainte parce que c'est inaccessible. C'est un endroit, un espace qui est dominé par les hommes. Ce n'est pas encouragé. La femme, c'est considéré une propriété d'une famille ou d'un homme. Donc déjà, dans un système qui est géré, finalement dans les stations de police, combien de femmes y a-t-il? Principalement, il n'y a que d'hommes. Et quand une femme a été violée par son propre mari, bien sûr, ce n'est même pas considéré comme un viol. Quand elle est violée par un autre homme, déjà pour aller faire une plainte, c'est énorme parce que c'est mal vu. Elle va perdre l'honneur, elle va être déshonorée. Donc, en fait, elle ne pourra pas, et même si elle arrive, comment est-ce que cette plainte va être notée? En fait, ça décourage complètement. C'est très, très dur pour les femmes pour arriver. Et surtout quand on parle des Dalits ou des femmes adivasi, des femmes tribales, qui n'ont même pas l'éducation ou la possibilité d'aller dans des stations de police pour faire des plaintes. Donc, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles, même s'il y a les lois qui existent, comment est-ce que c'est vraiment mis en œuvre et comment est-ce que c'est vécu par les femmes? Comment est-ce qu'on vit? Et même les femmes du middle class ou les femmes éduquées, on va penser 2 fois avant d'aller dans une station de police. Oui. Ce n'est pas des endroits qui sont faciles d'accès. Donc, je pense que ça, c'est une des choses. Il y a une autre chose que je voulais ajouter qui est liée avec cette idée de la femme comme propriété et pourquoi on est là. Il faut aussi parler de la manière dont les hommes sont élevés quand ils sont garçons. Parce que cette violence sur les femmes, ça vient des hommes. Et pourquoi un homme peut facilement battre une femme ou l'agresser? C'est parce que quand il est jeune, il n'y a pas qu'est-ce qu'on dit, des lignes, il n'y a pas de discipline par la mère. La mère, elle est validée parce qu'elle a donné naissance à un fils. Donc, tout son statut social, c'est lié avec le fils. En fait, elle a une identité parce qu'elle a donné naissance à un fils. Donc, ce fils occupe une place très importante dans la vie de la mère. Et en plus, quand on parle de la vie d'un couple, en fait, plus qu'un couple, c'est cette relation mère-fils qui est importante. Donc, ce garçon, quand il est élevé, il va faire n'importe quoi. Il n'est pas éduqué. Comment respecter les femmes? En plus, quel est le modèle à la maison? Oui, on va voir sa mère aussi.
On vous suit, tout est une question d'éducation et de changement de société et ça évoluera progressivement. En attendant, il y a pourtant des femmes qui créent la différence dans le pays et qui procèdent de ces changements. Il y a eu par exemple Elabat qui a fédéré des milliers de femmes dans Sewa, qui est toujours un syndicat, une coopérative et une banque, avec comme credo, nous sommes pauvres, mais nous sommes si nombreuses. Et du coup, elles se sont fédérées et ces femmes sortent du lot. Il y a dans le Maharashtra une social worker et activiste dont vous, Sandra, vous pouvez parler, Sindhutai Sapkal. Oui, oui, j'ai rencontré oui. J'ai rencontré cette dame, j'étais très, très impressionnée par elle. C'est vraiment une histoire sur l'altruisme et la bravoure. Donc, il fait preview une villageoise, Sindhutai Sapkal, connue sous le nom de Mère Thérèse de Maharashtra ou le maire des orphelins. Elle est née dans un berger, mais tant qu'elle est fille, elle a été rejetée par sa mère et les autres membres de sa famille comme une chindi, ce qui signifie chiffon en hindi. Son père était la seule à vouloir l'éduquer et d'envoyer à l'école, mais l'opposition de sa mère et leur situation économique l'ont obligée de quitter l'école après son examen de 4e année. À l'âge de 10 ans, elle a été mariée à Sri Hari Sapkal, âgé de 30 ans. Et juste après, elle a fait un porte-plainte auprès du chef de district du village contre les avances non désirées d'un propriétaire local. Les villageois ont incité son mari à la chasser de la maison alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Cette nuit-là, elle a donné naissance à une petite fille dans un étable entouré de vaches et de buffles. Elle est retournée chez sa mère, mais celui-ci a refusé de laisser rentrer. Son père était décédé, sinon il l'aurait accueilli. Mais Sindhutai est devenue réfugiée dans un gare et a commencé à mendier pour se nourrir, elle et son enfant. Mais constatant qu'il y avait tant d'orphelins dans le pays, elle a décidé de consacrer sa vie à accueillir et l'éducation de ses enfants. Elle a adopté 1050 orphelins. Sa fille est un avocat maintenant. Et de nombreux d'enfants adoptés sont médecins, ingénieurs, avocats. Et elle a reçu 263 prix nationaux et internationaux pour son travail social. En 2010, un biopic en marathi intitulé Mi Sindhutai Sapkal Bolte est sorti dans le Maharashtra. Mais il s'agit d'une histoire de courage et de détermination face à l'adversité. Malheureusement, Sindhutai est décédée en janvier 2022 à la suite d'une crise cardiaque. Mais c'est vraiment une dame très, très impressionnante. Son travail excellent, elle a donné beaucoup d'amour aux enfants qui étaient rejetés par ses parents ou qui étaient vraiment juste au flanc. Léa, merci Sandra pour cette contribution. Léa, vous avez rencontré des femmes qui font la différence. Pardon, oui, alors j'ai rencontré, j'ai envie de te dire, des femmes qui font la différence, beaucoup des anonymes en fait, des jeunes journalistes, des jeunes militantes, parfois juste des jeunes femmes qui essayaient de changer les choses à leur niveau, en fait, dans leur village ou dans leur communauté. Mais moi, je voudrais parler de 2 femmes que je n'ai pas rencontrées directement, mais pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. La première, c'est une femme qui s'appelle Karuna Nandi, qui est une avocate qui est assez connue aujourd'hui, qui est une avocate qui vit à Delhi
qui est avocate à la Cour suprême et qui défend les droits des femmes, le harcèlement notamment, mais qui a aussi énormément lutté justement pour changer les lois, en particulier sur le viol et sur le viol conjugal, et qui lutte toujours sur ces sujets-là aujourd'hui. Et puis une histoire qui m'a particulièrement touchée, émue, mais aussi indignée, c'était Gauri Lankesh, qui était journaliste, qui était basée à Bangalore et qui a été assassinée en 2017 devant chez elle, en rentrant chez elle, alors elle allait écrire son éditorial. Donc, elle avait son propre magazine. Et Gauri Lankesh, c'était quelqu'un qui a travaillé depuis très longtemps, non pas uniquement sur le droit des femmes, mais principalement sur les fausses informations, les intox, comme on dit, ou les fake news aujourd'hui, et qui était journaliste, activiste, comme on peut dire aujourd'hui, contre tout ce qui était ce qu'elle appelait, elle, ce qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire les fausses informations, mais aussi les dérives en fait, de l'extrême droite indienne ou de l'extrême droite religieuse indienne. Et elle a été assassinée par ce qu'on pensait être des milices en fait issues de ces groupuscules-là. Et je voudrais juste mentionner, puisque je pense que c'est important, c'est que Gauri Lankesh a été empêchée dans son travail par cet assassinat. Et en fait, tout son travail dédié vraiment à faire connaître la vérité et à enquêter, à faire vraiment un travail d'investigation très important sur les groupuscules d'extrême droite religieux indiens, de l'Hindutva notamment, a été repris en fait ce travail-là aujourd'hui par Forbidden Stories, qui est un collectif de journalistes d'investigation internationale et qui vient justement de publier quelque chose autour de son travail à elle et qui poursuit son travail aujourd'hui et là en février 2023. Merci Cléa. Il y a aussi des... Anjou, je ne sais pas si vous avez des... Je sais que vous connaissez beaucoup de gens qui ont changé les choses, mais le temps passe très rapidement et on a déjà plein de questions qui s'affichent dans notre webinaire, donc on va avancer. Il y a aussi des femmes qui sont à la tête d'industrie, à la tête de banques. Et dans les banques, un établissement financier sur 5, dans les années 2000-2010, était dirigé par une femme. Aujourd'hui, ce ratio a baissé. Alors, j'ai envie de demander à Sandra Martirez de nous donner son explication parce que Sandra, vous avez été à la direction d'une banque française en Inde. Est-ce que vous estimez avoir changé les pratiques internes et externes d'un organisme financier? Et quels sont les secrets des femmes qui réussissent dans un monde masculin? Je crois que l'histoire des banquiers femmes est devenue après la nationalisation des banques indiennes. Et en ce moment, ils avaient besoin de recruter beaucoup de gens. Et c'était la plus facile pour les femmes de rentrer c'était pour ça, c'était plus facile pour les femmes de rentrer dans les banques. Peut-être dans un niveau très bas, mais ils sont tous montés et a pris plus de responsabilités. Ça, c'est l'explication pour pourquoi il y a pas mal de femmes dans le finance. Et alors, vous-même, quel défi avez-vous eu à relever en tant que femme occupant un poste de direction? Il y a bien beaucoup de défis à relever et la présence des collègues masculins peut être difficile, en particulier lorsque une promotion est traitée avec fermeté et aussi avec tact, mais c'est un art que j'ai cultivé. Oui. Également, veiller à me tenir informée de tous les nouveaux développements dans le secteur bancaire, tant que le plan commercial que réglementaire, ce qui m'a valu le respect de mes collègues, de mes supérieurs et mes subordonnés aussi. J'ai fait la résolution des problèmes une partie importante de mon travail. Ma devise était « La responsabilité s'arrête à mon bureau ». J'avais également un autre conseil à donner à mes collègues, en particulier les hommes. Si vous voulez réussir, laissez votre ego à la maison lorsque vous venez travailler. Et après votre retraite, vous avez accepté des missions au sein du conseil d'administration.
Oui, effectivement, Dominique. Mon premier nouveau poste a été dans le conseil d'administration de Bank One, une banque privée de l'île Maurice, où j'ai assumé le rôle de présidente de la banque pendant presque 5 ans. C'était une expérience exaltante et au sein d'un conseil d'administration le plus diversifié avec lequel j'ai pu travailler. Sur les 9 administrateurs, 6 étaient des nationalités différentes et 2 femmes, si dire. Au conseil, vous pouvez imaginer les défis à relever pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et en tant que femme. Je dois reconnaître que j'ai réussi et que j'ai réalisé que les femmes apportent une perspective différente, transparence, empathie, compréhension du problème, sans laisser leur ego s'annoncer. La banque a manifestement apprécié ma contribution, car à la fin de mon mandat, j'étais remplacée par une autre femme. Outre Bank One, j'ai siégé au conseil d'administration de 5 autres entreprises. Ainsi, loin d'un handicap, le fait d'être une femme bénéfique a plus d'un titre. Je parle aujourd'hui au nom de toutes les femmes. Le proverbial plafond de verre, c'est un mythe. Une femme peut réduire en miettes si elle travaille dur, si elle est dévouée, si elle est passionnée par son travail et si elle est au sommet de son art. L'avenir nous appartient. Le seul moment où nous devrons regarder en arrière, c'est pour voir le chemin parcouru. Réduire le plafond de verre, merci Sandra Martírez, réduire le plafond de verre, c'est un beau défi, mais aujourd'hui, les Indiennes restent les grandes exclues du marché du travail. Et les femmes font de belles études, mais elles travaillent de moins en moins. Moins de 20%, je crois, actuellement des Indiennes travaillent ou cherchent des emplois. Pour comparer, on peut comparer avec la Chine où c'est 69% des femmes qui travaillent. Bon. La participation des Indiennes au monde du travail décline depuis 2010. Le taux d'emploi des femmes est parmi les plus bas au monde. Et en France, on a quand même 51% des femmes qui travaillent. Donc, l'Inde est un des seuls pays au monde où la participation des femmes a chuté avec le développement. Quelles explications peut-on donner à cette situation? Est-ce que Cléa, je crois que vous avez peut-être une explication? Alors, je ne sais pas si c'est des explications, plutôt des pistes d'explications qui ne sont pas forcément les miennes d'ailleurs, mais qui sont basées sur des rapports récents et puis le travail aussi de chercheurs. Je pense qu'il y a 2 choses à souligner. La première, et là je citerai une chercheuse, une économiste qui s'appelle Isabelle Guérin, qui travaille sur l'Inde mais aussi sur le Brésil et qui travaille notamment sur la question du genre et la force... l'emploi des femmes en particulier, et qui souligne 2 choses dans ses travaux récents. La première chose étant qu'effectivement, il y a une régression du nombre de femmes qui travaillent, qui est dans ce qu'on appelle l'emploi formel. En revanche, elles sont extrêmement présentes dans l'emploi informel. Il me semble, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à plus de 70%. Les femmes sont employées dans l'emploi informel, donc emploi informel qui n'est pas, comptabilisé en fait dans les statistiques officielles. Deuxième point important, et ça c'était un travail que j'avais fait à l'époque, quelques années en reportage, c'était sur la comptabilisation du chômage, et les chiffres du chômage ont été assez critiqués récemment en Inde. Ne sont pas il manque, il y a des manques en tout cas, et des discussions autour de ces chiffres-là.
Troisième point que souligne aussi, j'avais dit 2 points, mais c'est 3, que souligne Isabelle Guérin, c'est l'emploi des femmes dans le secteur agricole, où beaucoup de femmes sont employées dans le secteur agricole, sont parfois même fermières au sens paysanne, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement occupées par ces activités-là du matin au soir et qu'elles ne sont donc pas propriétaires de leurs terres et donc pas comptabilisées comme étant officiellement fermières sur les papiers. Ça, c'est 3 points qui sont particulièrement critiques. Il y a un autre travail que fait Isabelle Guérin en ce moment qui est sur la question de la dette qui est gérée par les femmes et qui accapare énormément de leur temps. Et ça, c'est pas propre à l'Inde, mais c'est particulièrement vrai en Inde. Et puis, l'autre, je pense qu'une autre source d'explication, et ça, c'est plus récent, dans un article qui est d'ailleurs paru dans Scroll, le média indien, il y a peu de temps, qui rappelle que finalement, et notamment avec la crise de la pandémie, mais pas que, c'est que les femmes en Inde sont particulièrement occupées toute la journée et la nuit, une partie de la nuit, à être prises dans le secteur du care, comme on dit, donc s'occuper des enfants, de la belle famille, toute la parenté, voire parenté qui peut être, on le sait, très importante, de leurs hommes, de la maladie, en fait, tous les secteurs qui permettent à la société de fonctionner. Et du fait de leur accaparement en fait, dans ces secteurs-là, elles ont beaucoup moins de temps et de disponibilité et de possibilité d'aller trouver un emploi formel, en fait. Et là, là, je rebondis juste dans mon roman, justement, j'ai essayé d'imaginer, et grâce à nouveau à cette économiste Isabelle et des chercheurs indiens, on a essayé d'imaginer, je leur ai demandé de calculer si toutes les femmes en Inde cessaient leurs activités annexes, c'est-à-dire non seulement leurs activités, on va dire professionnelles, hein, pour celles qui en ont, comptabilisées, formelles, mais toutes les activités informelles, toutes ces activités du care, c'est-à-dire de s'occuper de la maison, et donc toutes les activités domestiques, et qui comprennent, et là je parle pour les villages par exemple, le simple fait d'aller chercher de l'eau, tout simplement. Si les femmes vraiment indiennes cessaient tout ça, le pays serait à l'arrêt en 24 heures. Oui, voilà. C'est tout dire l'importance des femmes quand même. Bon, eh bien, merci beaucoup Cléa. Le temps qui nous est imparti pour ce webinaire change de dimension. Là, il n'est pas terminé, mais nous allons passer en mode questions-réponses parce que nous avons déjà beaucoup de questions et notamment sur les jeunes qui constituent la force du pays, parce qu'il y a près de 600 millions de jeunes dans le pays, et donc il y a un nombre important de femmes qui vont aller travailler, qui vont chercher du travail. Alors, on a une question là, ici, qui m'arrive. Les jeunes filles fuient-elles le mariage arrangé? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut répondre à cette question? Je peux juste donner quelques commentaires là-dessus. Oui. C'est pas que les jeunes filles fuient les mariages arrangés, elles n'ont pas la possibilité du soutien de leur famille. Donc, assez souvent, elles vont accepter que les parents choisissent d'une autre caste ou une autre religion. Elle n'a aucun soutien de la famille. Des fois, il y a même plus de difficultés. Comme le mariage arrangé est souvent pas entre deux individus, mais c'est entre deux familles pour l'histoire économique, propriété, caste, l'honneur, etc. Donc, des fois, même les jeunes filles peuvent accepter, mais encore, je dirais qu'entre l'Inde rurale et l'Inde urbaine, il y a une différence. Les jeunes femmes éduquées, les jeunes filles, il y a beaucoup plus de cas maintenant dans les villes urbaines et tout, où comme elles travaillent, elles sont éduquées, elles rencontrent des hommes, et les middle class, quand l'homme il est éduqué aussi, tout ça, ils acceptent. Mais ce n'est pas qu'elles fuient, c'est qu'il n'y a pas assez de soutien. Oui, si je peux juste ajouter à ce que vient de dire Anju, dans le même sens, pour aller dans le même sens, moi je conseille juste à tout le monde de regarder cette série qui s'appelle Indian Matchmaking, qui est assez glamour, mais qui, à mon sens, donne un bon aperçu. Alors oui, ça se passe à moitié à la diaspora, mais aussi dans les classes aisées, très aisées de Bombay et de Delhi.
et qui donne un peu un aperçu de pourquoi aussi certaines personnes préfèrent aller se tourner vers ce type de mariage. Et il ne faut pas oublier que dans mariage arrangé, il y a arrangement. Et en fait, c'est l'idée de adjust, c'est que finalement, il y a peut-être des femmes qui ont aussi plus de liberté, paradoxalement, en acceptant un mariage arrangé. Moi, je pense à des gens que j'ai rencontrés qui vont vous dire que finalement, ça leur permettra de s'arranger justement avec le futur époux et la future belle famille pour pouvoir mener des activités professionnelles, des voyages, faire un peu ce qu'elles veulent. Alors que si elles le faisaient dans un autre cadre, elles devraient, comme vous disiez tout à l'heure, elles n'auraient pas le soutien de leur famille, voire ce serait plutôt problématique. Et je pense que voilà, c'est pas qu'elles fuient, c'est que finalement, c'est parfois peut-être malheureusement, plus simple, tellement le cadre communautaire est fort et intransigeant. Alors là, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il une recrudescence des crimes contre les femmes musulmanes compte tenu du contexte politique indien? Est-ce qu'une d'entre vous veut répondre à ceci, à cette question? Moi, j'aurais pas les chiffres. Les en chiffres, tête. non, mais effectivement, on sait qu'il y a une recrudescence, d'attaques, oui, contre les minorités en Inde aujourd'hui. Ça, je pense qu'on est assez d'accord. Après, contre les femmes musulmanes spécifiquement, je vous avoue que je pense que sans chiffres, en tout cas sans source, c'est quand même compliqué de répondre. Ça demandera un peu de temps, mais ça peut se trouver. Oui, eh bien, on répondra personnellement à cette personne plus tard alors. J'ai une autre question. Les femmes qui font des études à haut niveau universitaire ont-elles des aspirations différentes? Exemple, ne pas se marier, vivre à l'étranger, ou sont-elles rattrapées par les traditions? Anjou, vous avez une réponse pour ceci ou... Oui, je dirais oui, bien sûr qu'elles ont des aspirations différentes, énormément. Mais après, jusqu'à quel point elles peuvent vraiment achever leur rêve? Parce que la tradition, c'est vrai que ça rattrape, alors tout va dépendre du soutien de la famille. Il y a beaucoup de pression sociale. Par contre, je vais ajouter une chose, que comme la démographie indienne est en train de changer, je vois beaucoup de jeunes parents qui viennent, par exemple, dans notre école, ils souhaitent d'autres choses pour leurs enfants, garçons ou filles. Et en fait, le changement va arriver avec le changement démographique parce que ces jeunes sont non seulement éduqués, ils ont une ouverture avec l'Internet et avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ces aspirations ont changé, ils ont des notions, ils ont des... Donc ça, je pense qu'avec la démographie, ça va changer. Par contre, oui, la pression de la tradition et de la famille, c'est toujours là, de la société. La société, oui, c'est important. Une autre question. Quelle est selon vous la définition de la féminité pour les femmes indiennes de la middle class, par exemple? La féminité, c'est vaste comme question. Si on parle de le middle class, je dirais que c'est toujours le rôle traditionnel de la femme. Ça reste la féminité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous disiez, Dominique, le carer, to care, pour prendre soin des enfants, de la famille. Donc, même si la femme, elle a une carrière, elle travaille à l'extérieur, il ne faut pas oublier que assez souvent, les professions aussi sont assez traditionnelles dans des espaces sécurisés. Les femmes ne peuvent pas sortir parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas sécures pour les femmes. Donc, le secteur du banking, les banques ou éducation, on va avoir beaucoup plus de femmes, la présence des femmes. Donc, quand on parle de féminité, il faut que la femme, même si elle travaille dehors, il faut qu'elle s'occupe de la belle famille, la belle-mère, très importante. La belle-mère, c'est une institution, terrorisant assez souvent, et le sujet de beaucoup de feuilletons à la télé. Donc là, il faut ça, la féminité, c'est aussi encadrer bien dans le rôle de prendre soin des autres. Moi, je compléterais juste en disant aussi que
en fait, c'est compliqué de vouloir donner un modèle de féminité, puisque finalement, c'est aussi très, très individuel. Mais peut-être qu'on peut aussi voir qu'il y a des modèles de féminité différents qui émergent justement de ces classes moyennes, parce qu'il y a des femmes qui aspirent à autre chose et qui se rendent justement dans des grandes villes comme Delhi, Bombay ou à l'étranger parfois, et qui proposent d'autres modèles de féminité, d'autres façons d'être femme. Je pense notamment aux communautés LGBT en Inde qui sont de plus en plus visibles, de plus en plus importantes. Je pense aussi à toutes les communautés artistiques, intellectuelles, littéraires qui, par leurs travaux, en fait, proposent justement de sortir des codes un peu très restrictifs, en fait, très normatifs de la féminité telle que Anjou vient de l'écrire. Donc, je pense que ça change, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi les parents qui doivent faire face à ces changements dans les mœurs. Par exemple, nous, on a des enfants qui ont une orientation différente, mais les parents ne veulent pas accepter, qui créent tellement de problèmes. Donc, en ce moment, il y a une transition. C'est pour ça que je dis que la démographie est en train de changer et je pense qu'il y aura plus d'ouverture avec les jeunes parents qui ont des enfants de bas âge, mais ils vont grandir différemment. C'est mon espoir. Non, vous avez raison, parce que les jeunes parents ont changé beaucoup et ce n'est pas la même chose que les personnes plus âgées. Ils sont plus ouverts, ils laissent les enfants sortir, etc., etc. Mais c'est bien. Ça change en Inde, mais doucement. Bon, Et alors, dans les villes. oui. J'ai justement une question qui est en lien avec ça. Que fait le gouvernement pour favoriser la scolarisation des jeunes filles dans les régions rurales comme au Rajasthan? Il y a plein de choses sur papier, mais en pratique, je crois qu'il n'y a rien à beaucoup changé au Rajasthan. C'est très traditionnel, ils vivent comme avant, rien n'a vraiment changé. Malgré les programmes mis en place par le gouvernement. Ouais. Parce qu'il y en a des programmes, il y a plusieurs programmes un peu partout, mais ça ne Oui. suffit pas. Disons que même quand les femmes sont encouragées pour sortir, pour travailler, il y a des choses même pour les adultes en éducation, mais ça reste toujours dans le cadre traditionnel. Par exemple, être couturière ou travailler avec avec les bijoux, etc. Au Rajasthan, je ne vois pas que l'éducation est en train de pousser les femmes dans des secteurs différents. Et si on parle des écoles dans des villages et tout, je pense que l'accessibilité reste un grand défi encore. Alors, et une autre question qui arrive, est-ce que Draupadi Murmu, la présidente actuelle de l'Inde, constitue un espoir pour la condition féminine? Quel est votre avis? Pour moi, non, pas vraiment. Ça, c'est en politique, c'est tout. D'accord, oui. Je pense que comme Ouais. symbole, c'est toujours important, peut-être. Mais après, est-ce que ça va changer la condition de la femme profondément? On sait que ce n'est pas toujours le cas. Et même dans la politique, assez souvent, quand on voit qu'il y a des femmes qui arrivent à un niveau dans les panchayats ou même dans l'opposition, souvent on voit que c'est quand même contrôlé par les hommes derrière. Donc, est-ce que la femme a vraiment l'autonomie pour changer? Alors, on ne parle pas de président de l'Inde, ça c'est autre chose. Mais je parle juste aussi les femmes en politique. Il y a très peu de femmes qui sont politiquement autonomes. Oui, je suis tout à fait. Et puis, d'une part, sur l'autonomie, et ensuite, même que ce sont des femmes qui ont un certain pouvoir, comme peut-être comme la présidente, en Inde, vu le système politique, elle n'a pas forcément beaucoup de latitude pour agir. Donc, comme disait Sandra, c'est avant tout un symbole, en fait, pour un symbole aussi de communication, hein, très clairement. Et puis ensuite, ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est une femme politique qu'on porte forcément une politique féministe. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Et une autre question, loin de la politique, mais qui rejoint quand même. Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle important dans la manière d'arranger son mariage?
Oui, c'est sûr. D'arranger son mariage. Oui. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Oui, enfin, de faire un. Oui, des partenaires. Oui. Je pense que les réseaux sociaux, Oui, c'est pas sûr. pour les parents. Les parents, bon, ils peuvent. Je pense que c'est plus pour les jeunes où ils peuvent trouver leur partenaire à travers les réseaux sociaux. Oui. Mais les mariages arrangés, c'est autre chose. Hein. C'est pas seulement les réseaux sociaux. Ça, c'est parce qu'ils se connaissent. Il y a d'autres intermédiaires, etc. Oui, de famille à famille surtout, les réseaux. Et c'est peut-être un point juste un peu annexe, mais sur la question des réseaux sociaux, on l'a peut-être pas assez souligné tout à l'heure. C'est pas juste par rapport au mariage, mais dans les violences notamment, les réseaux sociaux jouent de plus en plus un rôle très important sur les cyberviolences. Il y a énormément de jeunes femmes qui souffrent de cela, de jeunes et moins jeunes d'ailleurs. On parlait des politiques tout à l'heure, les femmes politiques aussi sont harcelées sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que la sexualité et la liberté des femmes indiennes, c'est vrai partout, mais surtout en Inde, où les réseaux sociaux sont extrêmement puissants, ils jouent un rôle prépondérant, mariage ou pas mariage en fait, j'ai envie de dire. Mais pardon, c'était un aparté, mais ça me faisait penser à ça. Non, c'est bien. Je regarde quelles sont les autres questions qui arrivent. Oui, les jeunes s'habillent différemment à l'extérieur et dans leur famille. Est-ce que ça a un impact sur leur vie? Quels sont les outils d'émancipation? Quels sont les outils d'émancipation des jeunes filles? Est-ce que l'Internet, le téléphone mobile, ce sont des outils d'émancipation des jeunes filles? Absolument. Absolument. Oui, il n'y a aucun doute. Et c'est pour ça que des fois, j'avais lu dans la presse des articles où dans des villes dans le nord de l'Inde, à Haryana, etc., ils ne voulaient pas donner des portables aux femmes. Et une femme, assez souvent, elle n'a pas de portable. Enfin, c'est difficile, mais à part, pourquoi ils ont peur? Parce qu'elle va être en contact avec le monde après. Et les femmes étaient mises dans une famille, une maison et contrôlées. Donc, le portable devient maintenant, la femme, elle a accès à beaucoup d'informations, elle peut contacter qui elle veut, etc. Donc, à mon avis, oui, les réseaux sociaux et le portable est un outil très important. C'est ça qui va vraiment ouvrir la porte pour les femmes, pour moi. C'est ça que je pense. Et deuxième question, selon les vêtements, oui, il ne paraît pas si important peut-être pour les gens qui sont en France ou dans l'Ouest, mais en Inde, c'est une bataille pour pouvoir porter des vêtements différents. Et surtout, par exemple, les vêtements un peu à la mode, comme à l'Ouest, quoi, des jeans ou des chemises, des t-shirts et tout. Donc, ça devient aussi un symbole d'émancipation pour les femmes, surtout les jeunes femmes. Mais comme il y a toujours cette pression à la famille, des fois, on a des cas où les femmes sortent de la maison, elles changent les vêtements et elles sont avec les vêtements plus modernes, mais quand elles rentrent, parce qu'il y a la belle famille, les beaux-parents, il y a ce respect, c'est un système. Donc, elle garde le respect, donc elle ne veut pas de conflit, elle va changer en vêtements indiens pour rentrer à la maison. Donc, il y a aussi des cas comme ça. Mais par contre, oui, les vêtements, c'est très important. Et c'est un statement aussi, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe, mais c'est vrai. En Inde, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Est-ce possible de divorcer pour une femme? Point d'interrogation. Dans les grandes villes, oui, je vois beaucoup plus de divorces maintenant qu'avant. Par exemple, dans la banque, c'était une petite, on avait 140 personnes et on avait 17 divorces, qui était un peu bizarre pour moi. J'ai jamais vu ça. Mais c'est les jeunes femmes qui sont beaucoup plus indépendantes, qui n'acceptent de vivre sous la belle-mère ou sous les ordres de son mari, je ne sais pas, mais je ne sais pas si Cléa et Anjou avaient la même expérience.
Ouais, je dirais comme vous, Sandra, je pense qu'effectivement, alors difficile de vous donner des. Enfin, moi, j'ai pas de chiffres en tête, mais oui, le divorce, c'est quelque chose qui est relativement accessible en Inde. Il faut savoir qu'en Inde, il y a aussi des régimes différents pour le mariage. Il y a le régime civil, enfin général, on va dire, et puis il y a des régimes particuliers en fonction des communautés religieuses. Donc ça aussi peut être un frein dans la communauté, dans les communautés d'où on se place. Et comme le rappelait Sandra, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a, en fonction du statut social, donc au-delà de la caste, hein, du statut social, l'autonomie de la femme, sa capacité à pouvoir subvenir à ses propres besoins, à celui de sa famille, potentiellement sa propre famille, puisqu'à partir du moment où elle est divorcée, habiter seule en fonction de si vous êtes une cadre sup dans une ville comme Mumbai, c'est possible, mais ça reste quand même compliqué. Mais alors, si vous êtes, je ne sais pas, employé sur un chantier ou employé agricole ou domestique dans une petite ville indienne, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué d'habiter seul. Donc, selon enfin, finalement, c'est pas que le divorce n'est pas possible ou n'est pas accessible, c'est qu'il n'est pas toujours réaliste, en fait, en fonction de son statut social. Et même, comme je pense, Anjou et Sandra seront d'accord enfin, je pense qu'on conviendra aussi, même avec des moyens financiers, économiques, avec un capital social, culturel important, vivre en femme seule, même dans une grande ville indienne, ça reste compliqué. Donc, une femme divorcée, ça a aussi un stigmate derrière. Heureusement, les mentalités ont changé et continuent de changer, mais il y a cette idée de spoiled good, femme je déteste ce terme en plus, c'est vraiment horrible, c'est d'une misogynie sans nom, de femmes souillées en fait, hein, qui demeurent. Donc ça aussi, c'est un autre frein pour beaucoup de jeunes femmes. Oui, et puis aussi. Dans les grandes villes, pas dans les villages, ça existe plus, les petites villes. C'est comme les grandes villes comme Bombay, Bangalore et tout ça, on le voit. Ça change. Ça change, oui. Ça dépend de l'éducation des parents. Par exemple, moi, je suis divorcée et puis je suis remariée. Mais par contre, il y a aussi cette histoire d'enfant. C'est plus facile pour une femme qui n'a pas d'enfant de divorcer qu'une une femme qui a des enfants parce qu'après, ça devient une bagarre entre des familles. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Mais bien sûr, dans les grandes villes, c'est plus facile avec l'éducation. Et ce que vous disiez, Claire, l'autonomie. Si la femme, elle gagne bien son argent, enfin, elle a au moins un boulot, etc., elle a plus de chances d'aller vers le divorce qu'une femme qui est dépendante du mari. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Comme une question qui rejoint pas mal de choses qu'on a déjà dit, mais je vais quand même la répéter. Comment se passent les mariages intercastes et interreligieux? Là, c'est compliqué. C'est compliqué vu le nombre de castes et le nombre de religions qu'il y a en Inde. Est-ce que quelqu'un veut cadrer les choses en 2 mots ou pas? Non? C'est toujours très, très difficile. Histoire de mariage entre les castes ou entre les religions, c'est une bagarre et les gens qui le font souffrent. Il y a pas mal de cas où ils sont même tués. Et en fait, les parents, ils sont des fois complices dans cette histoire-là parce qu'ils sont tellement en colère qu'il y a cette idée de pollution, la pureté du sang qui va être polluée. Donc, c'est vraiment un concept très païen ou je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très, très dur pour ces histoires entre 2 castes ou 2 religions comme hindou musulman. D'autant que les mariages sont régis par des lois différentes que les hindous, musulmans, chrétiens, parsis ou jains. Et donc, ça complique les choses. Il y a des lois différentes, oui. Bon, alors continuons. J'ai un commentaire là, un commentaire de quelqu'un qui connaît une jeune fille de 26 ans qui finit ses études de droit à Delhi. Et je suis surprise qu'elle ait demandé à ses parents de lui trouver un mari. Comment expliquer cela? Pour faire plaisir à ses parents, point d'interrogation. Le premier fils s'est marié par amour, le deuxième fils est décédé à 28 ans.
et elle est donc la seule fille de la dernière fratrie. Voilà, comment expliquer qu'une jeune fille éduquée demande à ses parents de lui trouver un mari? Je pense qu'on a un peu répondu en partie tout à l'heure avec Anjou et Sandra, c'est que il y a une forme de facilité peut-être pour éviter justement toutes les problématiques de trouver par soi-même quelqu'un qui correspond à tous les critères. Pour cette jeune femme, c'est peut-être plus simple, en fait, tout simplement, de passer par les parents, puisqu'au moins ce sera approuvé. Et souvent, c'est vrai qu'en Inde, les gens, les Occidentaux, je veux dire, souvent critiquent le mariage arrangé, et je vais peut-être un peu me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, je pense, de trouver un compagnon ou un partenaire quand on voit le nombre d'applications de rencontres qui existent par ailleurs aujourd'hui dans le monde entier. Au final, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu chez des amis, de dire, en fait, que ce soit mes parents qui le trouvent ou un algorithme, en vrai, quelle est la différence? Donc, on peut aussi se dire que peut-être que cette jeune femme va choisir une solution beaucoup plus pragmatique et qui corresponde à ses besoins et ses propres envies. Et puis, c'est aussi cette peur aussi d'aller trouver tout seul parce qu'ils vont faire confiance aux parents qui vont trouver quelqu'un de bien parce qu'assez souvent, le but est d'avoir une famille. Ce qui est important, c'est pas juste la vie d'un couple. Par exemple, dans l'Ouest, c'est le couple qui est important. La famille, ça vient après. Les gens se marient parce qu'ils veulent être en couple. Mais en Inde, on se marie parce que c'est deux familles qui vont être unies. Et c'est pour les enfants, c'est pour avoir des enfants. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que des fois, le mariage arrangé, c'est la continuité, c'est la facilité, elle aura le soutien. Et puis, je voulais aussi dire qu'assez souvent, les femmes ont internalisé les choses et on est aussi conditionné quand on grandit. Il y a la pression par la société et autres et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai souhait ou est-ce que c'est parce que, bon, elle est juste conditionnée à y croire, quoi? Alors, j'ai là une question. Merci beaucoup pour cette conférence. Comment pouvons-nous soutenir, aider les femmes en Inde? Y a-t-il des actions qui peuvent être mises en place à notre petite échelle? C'est une Française mariée à un Indien qui habite en Europe qui nous écrit ceci. Alors, aider les femmes en Inde, eh bien, c'est facile et c'est simple et c'est compliqué à la fois. Est-ce que chacune veut dire une petite phrase de conclusion? Parce que nous arrivons à 1 minute de notre échéance. Aider les femmes en Inde, on peut passer par différentes associations. Cette personne recevra des liens de différentes associations qu'on connaît. Et Anjou, Cléa, Sandra, vous avez d'autres suggestions? Moi, je dirais, si on peut aider les jeunes filles en éducation, si on peut soutenir des associations qui travaillent dans le domaine d'éducation des jeunes filles, ça peut être un bon moyen de les encourager et puis devenir autonomes. Et donner des conseils aux jeunes filles pour l'aider de prendre les décisions, de donner un peu plus de confiance. Je crois que comme un mentor, ça peut aider un peu. Et moi, je dirais peut-être vous pouvez aussi soutenir tout simplement en lisant, en diffusant autour de vous l'immense créativité de nombreuses intellectuelles indiennes, que ce soit des artistes ou que ce soit des autrices. Il y a des maisons d'édition qui font un travail formidable, je pense notamment à Zuban, mais pas que, bien sûr, en anglais en tout cas, et qui diffusent vraiment des travaux fantastiques de fiction comme de non-fiction pour faire avancer les droits des femmes, l'émancipation et les luttes. Et peut-être qu'en participant à diffuser ces imaginaires et ces utopies, ou parfois simplement des récits de vie autour de vous, ça pourra faire avancer les choses. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé activement à ce webinaire. Et le prochain webinaire des Forums France Inde aura lieu dans un mois.
et j'avoue que je n'en connais plus le sujet. Alors, vous recevrez, si, les Pondichéриens, voilà, fin mai. De toute façon, vous serez tenus au courant puisque vous êtes inscrits sur si vous êtes inscrits sur les réseaux des forums France-Inde. Les forums France-Inde vous remercient. Merci, Lucienne. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.